Qui est Sylvanus Olympio? Tu penses le connaître, mais en réalité, dans cette vidéo, je vais t'amener à mieux comprendre les idéologies, la gouvernance, la méthode et le parcours professionnel et le parcours politique de Sylvanus Olympio. Rappelez-vous qu'il était l'une des figures emblématiques dans la lutte de l'indépendance de l'Afrique. Il était, dans les pays francophones, l'un des leaders qui a arraché l'indépendance de la mer de la France, ce qui lui avait coûté sa vie. Il était également en prison quand la France avait organisé les élections dans le but de l'écarter de sa puissance, de sa gouvernance sur le Togo. Mais le gars, depuis la prison, il a pu gagner les élections. Qui est vraiment Sylvanus Olympio? Je sais que tu sais l'histoire, tu connais bien l'histoire, mais sa vie professionnelle et sa vie politique, peut-être que tu l'ignores. Dans cette vidéo, vous allez tout comprendre. Restez jusqu'à la fin, c'est une première partie. La deuxième partie sortira également. Mais restez là, likez la vidéo, commentez et publiez cette vidéo pour pouvoir propager la nouvelle aux autres. Parce que l'histoire de Sylvanus Olympio, c'est une histoire passionnante, mais qui est peu connue de l'Afrique. Quand les gens parlent aujourd'hui du panafricanisme, parlent du communisme en Afrique, on a tendance de l'oublier. On ne parle pas de lui, mais son idée était vraiment géniale. Il était un homme fort, très fort, comme Béhanzin. Mais malheureusement, on parle peu de lui. Allez, on y va. Je consacre cette émission à une figure politique majeure du temps des indépendances en Afrique, directeur de société, président de la Chambre de commerce de son pays, Premier ministre, père de l'indépendance, président de la République. Pourtant, l'homme a un parcours parsemé d'embûches à bien des égards, mais cela ne l'a pas empêché d'accomplir son destin, enfin jusqu'à son assassinat en 1963 dans l'enceinte de l'ambassade américaine au Togo. Cette émission sera consacrée à, vous l'aurez saisi, Sylvanus Olympio, un homme qui avait de la vision pour le Togo. Que retenir de sa vie? Quelles erreurs ou actes ont pu expliquer son assassinat? Quelle empreinte laisse-t-il encore aujourd'hui en son pays? Des enseignements pour la postérité malgré le séjour relativement court qui fut le sien à la tête du Togo. Vie et parcours de Sylvanus Olympio, des leçons de stratégie pour l'Afrique et le monde, thème retenu pour ce numéro spécial de votre émission Angle de vue qui reçoit une personnalité que nous vous présentons juste après l'intermède. Avec moi pour animer cette émission, Landry Salano, bonjour. Bonjour, Johannes Tobanon, merci. Voilà, coach Patrick Amampoyon, bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes notre invité spécial et après, évidemment, cette émission que vous avez réalisée il y a quelques jours sur Nelson Mandela, une autre icône tout de même en Afrique. Je rappelle que vous êtes un professeur émérite en coaching intégral, président de l'association FIAD Monde. Merci une fois encore d'accepter notre invitation sur ce plateau spécial d'Angle de vue. Merci. Johannes le disait il y a un instant, Sylvanus Olympio, un homme d'État togolais, est passé de vie à trépas. C'était le 13 janvier 1963. Il avait 61 ans, d'aucuns diront très court. Alors, qu'est-ce qui fait, coach Amampoyon, selon vous, que plus de 50 ans après son décès, on continue toujours de parler en bien de l'homme? Je ne sais pas si on parle suffisamment de l'homme, mais je crois que tout Africain mérite de connaître Sylvanus Olympio. Un homme qui, à l'époque déjà, alors qu'aucun homme d'État du monde n'avait atteint le niveau du baccalauréat, ce monsieur avait déjà un diplôme comparable au DEA. Déjà, dans les années 40, il était déjà avec un diplôme comparé qu'on peut égaler aujourd'hui au DEA. Ce n'est pas tout. Sylvanus Olympio était déjà, dans les années 40, chef d'entreprise britannique en Afrique. Il était le seul Africain d'origine, un chef d'entreprise britannique en Afrique. Vous voyez, c'est un parcours de combattant, c'est un parcours de sacrifice, c'est un parcours inégalable et inégalé. C'est normal qu'on en parle et on doit en parler davantage.
Alors, je disais, c'est vrai, il est décédé il y a un peu, disons, à 61 ans, assassiné. On l'a donc rappelé avec une grosse polémique devant l'ambassade, ou précisément le portail de l'ambassade des États-Unis, précisément au Togo. Est-ce que sa vie et notamment son parcours le prédestinait, j'allais dire, à être un acteur politique majeur pour le Togo? Lui-même, je ne suis pas sûr qu'il pensait être un acteur politique, puisque de par son parcours, il était plus destiné au monde des affaires. Mais il avait un terreau favorable. Les notables qui ont créé des associations avaient besoin de quelqu'un pour porter la voix. Et quand ils ont eu la chance d'avoir un orateur brillant, quelqu'un qui a ce parcours et qui a une surface, qui a une visibilité par les fonctions qu'ils occupent, ils lui ont fait appel. Et vous allez voir qu'au début, il allait un peu en politique, il revenait dans les affaires, jusqu'à devenir président de la Chambre de commerce de Lomé et tout, parce qu'il n'avait pas totalement l'intention d'aller dans le monde politique. Donc, il n'était pas prédestiné à la politique. Il était beaucoup plus un homme d'affaires. Et je crois que ça doit faire partie des raisons qu'on va évoquer tout à l'heure, qui ont justifié sa mort. Je voudrais tout de suite vous dire que ce qui fait aussi la particularité de Sylvanus Olympio, c'est que le Togo devait avoir l'indépendance, non pas en 1960, mais en 1958. Et Sylvanus Olympio, à l'époque déjà responsable du Togo, a refusé l'indépendance 2 ans plus tôt, demandant qu'on lui accorde 2 ans pour payer d'abord l'intégralité de la dette du Togo à la France avant de prendre l'indépendance. Lorsqu'il prenait l'indépendance en 1960, le Togo ne devait pas 1 franc à la France. Je crois que ça mérite d'être dit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons du plaisir à trouver que c'est bon de s'endetter, notamment auprès de certains pays comme la Chine et autres, alors que lui l'a dit, pour être indépendant, il faut ne pas devoir à l'autre parce qu'il peut utiliser la dette pour te mettre une pression dessus. C'est un homme exceptionnel. Patrick Ampouillon, y a-t-il des éléments dans son discours politique qui en ont fait l'homme qu'il a été? Donc, assassiné? Ah non, l'homme politique qu'il a été. Non, c'est clair. C'est clair que, vous savez, rappelez-vous la conférence nationale du Bénin. Lorsque tout le monde était en train de s'attaquer à Nicéphore et à Mathieu Kérékou, Nicéphore Soglo fit son apparition et parle économie, parle développement, parle de comment développer le pays, comment faire en sorte que les gens aient leur salaire, comment faire en sorte que les gens mangent. Donc, à partir de cet instant où lui, il est en train de parler de développement, pendant que les autres parlent de politique, c'est normal que les gens soient derrière lui et non derrière ceux qui parlent de politique. Donc, son discours politique, positionné dans « laissons les bavardages », travaillons pour l'émancipation, travaillons pour le développement du panier de la ménagère, c'est ce discours qui lui ouvrait les portes d'office. Vous vous rappelez, quand il y a élection au Togo, la plupart des élections, il a tout raflé. Il a tout raflé. Et je voudrais rappeler qu'il était en prison lorsqu'il gagnait les élections qui ont fait de lui le Premier ministre et le président. On l'a mis en prison, soit pour devises, trafic de devises. On l'a mis en prison. De la prison, il a organisé son parti politique pour gagner les élections. Son parti politique, prenant la totalité de l'Assemblée nationale, a voté une loi d'amnistie pour le sortir, le nommer Premier ministre et il devient père de l'indépendance. Donc il a un discours concret, pratique, pragmatique, qui concerne le bas peuple, qui concerne la population. Et dans sa communication, on a aussi très tôt remarqué qu'il prenait cette distance avec la France. Vous avez rappelé qu'il tenait à ce que le Togo soit indépendant avant de régler totalement la dette de son pays. Est-ce que, selon vous, il n'était pas, je dirais, venu trop tôt dans un monde pas assez mûr pour ce type de personnage-là? Il est venu trop tôt, oui. Est-ce que le moment actuel permet à Sylvanus Olympio de venir? Je n'y crois pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que vous avez vu tout récemment lorsque le Togo a voulu prendre la même voie, la voie germanique. Vous avez senti tout de suite qu'il y a eu apparition d'un homme politique avec de l'argent dont on ne sait d'où ça vient pour ébranler le régime. Donc vous comprenez que même aujourd'hui, si on fait du Sylvanus Olympio plus dur dans le but de choisir l'intérêt économique du moment qui permet au pays de se développer, c'est pas évident qu'on ne finisse pas comme Sylvanus Olympio. Donc, non seulement il est venu trop tôt, mais je ne suis pas sûr qu'on est arrivé au moment où la France va accepter
que des têtes bien faites, très bien faites, comme Sylvanus Olympio, puissent gouverner un pays de la sous-région. Vous savez, lorsque Nicéphore Soglo, qui n'est pas trop loin de Sylvanus Olympio, est devenu président au Bénin, la France a estimé qu'ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu un territoire. Et il fallait tout faire pour ne pas perdre un autre. Et il fallait tout faire pour faire partie de Nicéphore Soglo. Donc vous comprenez que, en réalité, et vous avez vu le cas de Pascal Lissouba. Donc c'est pour dire que des intellectuels qui peuvent parler économie, peuvent parler développement, peuvent parler intérêt, que parler choses là, c'est pas évident que la France puisse véritablement accepter la chose, même aujourd'hui. Néanmoins, nous verrons dans cette émission comment, tout en faisant du Sylvanus Olympio, on peut arriver à dribbler cette France qui n'est qu'un géant à pied d'argile. Alors, un géant à pied d'argile, vous le dites, mais Sylvanus Olympio a eu un parcours politique assez court. Vous parliez de 58 à 63, ça fait à peine 5 ans de gouvernance à la tête du Togo, fauché donc dans des conditions encore non assez élucidées aujourd'hui. Et qu'est-ce qui explique cette fin-là? Est-ce que selon vous, c'était dans sa posture, dans ses prises de position, notamment face à la France, où il estimait, il a été reçu quelques semaines entre les États-Unis, où le président Kennedy s'est déporté à l'aéroport, donc pour le recevoir en grande pompe, reçu une semaine après en France par notamment Focard, conseiller Afrique du président de Gaulle à l'époque. Est-ce que selon vous, je dirais que ce sont ces prises de position, il était ouvert pour l'Allemagne, ouvert pour les États-Unis, pas assez pour la France. Est-ce que ce sont ces prises de position-là qui justifient le délai de gouvernance assez court qu'il a eu à la tête du Togo? Il était trop poli pour être stratège. Il était trop correct pour être stratège. En fait, il a été reçu en France pour annoncer à la France ce qu'il veut faire. Il a été reçu en France pour annoncer à la France son intention de rompre la coopération avec la France au profit de la coopération avec l'Allemagne. Vous savez que Mobutu n'a pas fait pareil. Mobutu s'arrange d'abord pour avoir un autre accord la veille qui garantit sa sécurité avant de rompre l'autre accord le lendemain. Parce qu'il a appris certainement de l'expérience de Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio est chef d'entreprise. Il n'aura pas réussi à devenir politicien. Il est chef d'entreprise. Il est donc venu avec une démarche entrepreneuriale, une démarche économique, doublée de politesse, de respect. Or, vous ne pouvez pas respecter quelqu'un qui refuse de jouer franc jeu, qui joue en dessous de table. Donc, par politesse, après avoir eu l'accord d'un certain nombre de puissances pour travailler avec son pays, il a fait l'erreur d'aller faire la politesse à la France en leur annonçant son départ. Je parle ici en citant France, non pas parce que je veux faire du panafricanisme populiste, non parce que nous savons très bien que RFI a annoncé l'assassinat de Sylvanus Olympio pendant qu'on ne l'a même pas encore arrêté. Donc vous comprenez qu'il s'était joué depuis là-bas. Et on était tellement sûr qu'on n'a pas eu assez tôt l'information qu'on n'a même pas pu l'arrêter à 6h du matin où on était déjà en train d'annoncer sa mort. Alors, Patrick Aman-Pouillon, qu'est-ce qu'il avait de si tant qui gênait? Est-ce que c'était la volonté peut-être de la France de jouer à la mère patrie? Oui, il y avait des intérêts purement peut-être économiques au niveau du Togo que la France voulait à tout prix protéger à cette époque. Je vais vous expliquer clairement. L'Allemagne est sortie affaiblie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'Allemagne cherchait à rebondir. Sylvanus Olympio, dans ses calculs, se disait, un pays qui cherche à rebondir, lorsqu'il a la chance d'être en coopération avec un autre pays, il fera tout pour que ce pays se développe, afin que les autres pays aient envie de suivre ce pays qui a choisi l'Allemagne. Donc l'Allemagne était prête tout de suite à mettre les moyens pour le développement du Togo. Donc, la France n'avait pas seulement peur de perdre le Togo, mais elle risquait de perdre le Togo, de perdre le Bénin, de perdre la Côte d'Ivoire, de perdre le Burkina, de perdre le Mali. Donc il y avait un enjeu capital. Si le Togo choisissait l'Allemagne, le Togo se développait et donnait envie aux autres pays de faire pareil en choisissant l'Allemagne. Voilà pourquoi la France, qui de l'époque à aujourd'hui
ne sait pas faire de la stratégie, ne sait que tuer les obstacles, éliminer les obstacles, a fait ça. Je profite pour dire, je ne le dis pas encore, pour faire du panafricanisme populiste, sachez que seul dans les pays francophones, on a tué des chefs d'État. Dans aucun pays anglophone, on a tué un chef d'État. Parce que les anglophones savent faire de la stratégie. Ils savent enlever la personne sans le tuer. La France nous a légué cette pratique d'assassinat. Et c'est pour ça qu'ils n'ont eu recours qu'à ça. Après avoir tenté énormément de fraudes qui n'ont pas marché. Je voudrais profiter pour dire, la fraude n'est pas d'origine africaine. La fraude électorale n'est pas d'origine africaine. C'est les colons, la France en l'occurrence, qui nous a amené la fraude électorale. Parce qu'ils ont tout le temps fraudé jusqu'à ce que Sylvanus Olympio a demandé l'intervention des Nations Unies pour superviser les élections. Et c'est grâce à ça que Sylvanus Olympio a pu gagner tout le temps les élections. Il est le premier président africain à avoir été donc assassiné, bon, peut-être de l'ère francophone. Vous avez d'ailleurs rappelé qu'aucun chef d'État de l'ère anglophone n'a été donc assassiné. Jacques Faucard, Johannes Toano le disait tout à l'heure, disait au cours de sa visite qu'il n'est pas notre ami, il est plus sournois. Ce n'est pas le même cas que Sékou Touré, qui ouvertement faisait face en tout cas à la France et manipulait ses positions. Et pourtant, vous avez dit tout à l'heure, il était trop poli pour être un stratège. Est-ce que quelque part, il n'était pas aussi un stratège, j'allais dire. Non, pour la preuve, ils n'ont pas pu tuer Sékou Touré comme ils l'ont tué. C'est-à-dire que Sylvanus Olympio, peut-être Jacques Faucard dit qu'il est sournois parce qu'il a attendu que son truc soit mûr, que son repas soit prêt avant de les informer. Mais sinon, en réalité, c'est le monsieur qui a aussi son caractère. Parce que selon les informations qui corroboraient jusqu'à présent, il est dit que l'objectif était de l'arrêter, de l'amener avant de le tuer, puisqu'on ne voulait pas le tuer devant l'ambassade, que vous savez, mais il a refusé, qu'il ne peut pas obéir aux ordres de simples soldats. Donc vous comprenez qu'il avait aussi son caractère trempé, il avait aussi sa rigueur, il avait aussi son soulage, c'est peut-être ça. Mais Jacques Faucard ne peut pas parler de sournoiserie. Jacques ne peut pas parler de choses là, puisqu'il est le patron des cachotteries, le patron des dossiers flous, des dossiers compliqués, le patron de tout ce qui n'est pas clair. Donc à partir de cet instant, ce n'est pas Jacques Faucard qui va désigner qui est clair et qui n'est pas clair. Alors Patrick Armand-Pouillon, nous allons forcément parler d'un autre, on va dire, pourquoi pas des critiques, parce que l'homme était décrit comme un dictateur, il faut peut-être le rappeler. Beaucoup ont dit que l'opposition n'avait pas pion sur rue quand il a pris le pouvoir. À un moment, il n'y avait que son parti qui était autorisé à faire de la politique au Togo. Quelque part aussi, quelle perception avez-vous de ces méthodes-là à cette époque? D'abord, avant qu'il ne prenne le pouvoir, il a tout gagné. Pendant que la France organisait les élections, il a tout gagné. Donc ce n'est pas quand il est devenu président qu'il a tout gagné. Lorsqu'on a 600 et quelques mille votants qui doivent voter, et que 560 et quelques mille votent, et que lui seul a 530 et quelques mille, pendant que c'est les autres qui organisent les élections, vous comprenez qu'il est venu au pouvoir avec du quasi-absence d'opposition. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas dire que c'est lui qui empêchait l'opposition d'avoir sa place, d'exister. Mais il est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme dur de caractère. C'est un entrepreneur. Vous comprenez que dans une entreprise, il n'y a pas d'opposition. Donc, il a les pratiques entrepreneuriales. Ça, là, il faut l'admettre. Il gérait le Togo comme une entreprise. Il gérait le Togo comme il aurait fait à la tête d'une entreprise, avec la même rigueur, le même truc là et tout ça. Donc, on peut dire que c'est ça qui justifie qu'on dise qu'il était un dictateur. Mais 2 ans, 3 ans, c'est assez peu pour qu'on puisse évaluer. C'est comme si on veut dire que Manga était un dictateur. C'est pas évident en 2 ans, 3 ans de pouvoir apprécier. Vous prenez le Mali, on va vous dire que Modibo Keïta était un dictateur. En 2 ans, 3 ans, en quelques années, c'est pas évident de pouvoir apprécier cela. Mais les informations corroborées jusqu'à présent ne disent pas qu'il était un dictateur. Maintenant, je voudrais admettre que si vous prenez la fin de Sylvanus et de Kwame Nkrumah, la fin de Sékou Touré, la fin de tous ces grands hommes en Afrique,
il y a eu des arrestations, il y a eu des camps, il y a eu des ceci. Maintenant, il faut aller dans le contexte pour voir, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui a justifié ça, pour que ce ne soit pas seulement dans un seul pays, que ce soit dans beaucoup de pays qu'on ait vécu ça. Au Togo, donc, Sylvanus Olympio a été accusé, à tort ou à raison, donc, de n'avoir pas suffisamment offert de tribune pour l'opposition de son pays. On parle quand même qu'il a mis fin au multipartisme. Il a été à des élections législatives où seul son parti pouvait participer. Il a remporté tous les sièges. Il y a eu un référendum qui est passé en une journée comme lettre à la poste. Selon vous, est-ce que quelque part, malgré sa popularité, le fait d'exercer le pouvoir d'État, d'avoir tous les leviers dans ses mains, n'a pas quelque peu joué contre lui? En 2 ans, c'est pas évident qu'on devienne dictateur en 2 ans. Je voudrais dire que d'abord, il a déjà gagné tous les sièges avant même de prendre le pouvoir. Avant de devenir Premier ministre. Avant de devenir Premier ministre. Aussi, vous savez qu'à l'époque, les tentatives de coup d'État étaient légion. Alors, qu'est-ce qui a amené Sylvanus Olympio? Parce que, vous voyez, ce n'est pas documenté. C'est comme Thomas Sankara. On ne nous dit pas tout. Si on peut sortir les documents, nous verrons les qualités et les défauts. Mais aujourd'hui, on nous sort de temps en temps quelques défauts qu'on ne documente pas. Ce n'est pas parce qu'il a fait des référendums. Je vous donne un exemple banal. Dans le pays qui m'a vu naître, le Bénin, un bon matin, les députés ont voté une loi interdisant les grèves des enseignants. Nous étions tous contre. Mais nous constatons que l'année scolaire dans le public est aussi bien organisée maintenant que dans le privé. Quelle était la vision? Est-ce que la vision n'était que dictatoriale? Est-ce que la vision était que les enfants aillent à l'école? C'est l'avenir qui nous dira. Mais lorsque l'avenir veut nous dire, il faut qu'on documente les avantages et les inconvénients, le contexte, la motivation, qu'on trouve des gens qui étaient dans les confidences pour pouvoir nous éclairer. Mais si on dit simplement, il a fait ceci, il a fait cela, donc ça veut dire que, si je comprends bien, la France veut nous faire croire que parce que le chef d'État devient dictateur, il faut devenir mauvais comme lui et le tuer. Parce qu'ils auraient pu utiliser la démocratie pour le faire partir. Lorsqu'on l'a mis lui en prison, il n'a pas tué le gouverneur. Il a été aux élections qu'eux-mêmes ils ont organisées pour les battre. Donc pourquoi on ne pourrait pas organiser la riposte en matière de stratégie? Donc je viens de dire dans cette émission que Sylvanus Olympio a la trempe des entrepreneurs. Donc vous comprenez que dans une entreprise, les décisions passent vite. Parce que là, on a besoin de cette décision pour pouvoir avancer. Il est de la trempe des entrepreneurs. Vous comprenez qu'il ne peut pas faire comme un politicien. Sylvanus Olympio n'a pas eu le temps de devenir politicien. Il était un entrepreneur, un économiste chevronné. Alors, Patrick Amand-Poyon, doit-on tenir aujourd'hui rigueur, peut-être à la famille, il y a des manches, j'allais dire, est-ce que quelque part, disons, cette pratique-là n'a pas été mise en place par Sylvanus Olympio? On parle notamment de la suppression notamment du parti unique, ces empreintes dictatoriales dont on parle tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas depuis le début que le Togo l'a hérité? Ah, si c'est le Togo, si c'est Sylvanus Olympio qui est responsable de évidemment, ça, ouais. Alors ceux qui lui ont pris le pouvoir devaient corriger. Puisque c'est pour ça qu'ils ont pris le pouvoir. Alors pourquoi ils ne l'ont pas corrigé? Est-ce parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait continuer comme ça pour développer le pays? Vous avez parlé d'empreinte, disons, de l'homme d'affaires, voilà, de chef d'entreprise. Oui, justement, les autres politiciens sont arrivés, ont trouvé que l'empreinte de l'homme d'affaires est mieux. Et on continuait sur cette lancée. Sinon, je ne vois pas pourquoi des politiciens sont venus faire la même chose. J'ai dit tout à l'heure que c'est bon, on parle de Kwame Nkrumah, très bien et tout ça, mais on ne parle pas souvent de la fin de Kwame Nkrumah, où il y avait aussi des arrestations, où il y avait aussi des tentatives, qu'on peut dire dictatoriales. On peut parler de la fin de Sékou Touré. On peut parler de beaucoup de pays comme ça. C'est pour dire qu'en réalité, nous avons tendance à penser que la démocratie telle que conçue et amenée de l'extérieur s'adapte exactement à notre contexte et que nous devons appliquer ça rigoureusement. Vous savez, lorsque nous avons des rois qui étaient choisis avant leur naissance, qui prenaient le pouvoir de façon établie, avec des notables qui servaient de contre-pouvoir, on avait une démocratie plus solide que ce qu'on nous a apporté. Donc,
je voudrais que nous puissions comprendre que dans un contexte donné, un homme d'État doit prendre ses responsabilités et assumer devant l'histoire. Sylvanus Olympio a pris ses responsabilités, il a assumé de sa vie. Et donc, nous pouvons comprendre que, qu'il y ait erreur ou pas, à l'époque, quelles étaient les possibilités qu'il avait de découvrir qu'il faisait erreur? Quelles étaient les possibilités qu'il avait de découvrir qu'il pouvait faire autrement? Voilà pourquoi, moi j'ai dit, nous devons pouvoir restituer à l'histoire de dire, on ne nous dit pas tout. La preuve, quand vous prenez Nelson Mandela, les erreurs de Nelson Mandela, nous savons dans quel contexte il a fait ces erreurs. Pour Sylvanus Olympio, un mystère est caché devant le contexte. Les situations qui l'ont amené à prendre des décisions, mais on sort les décisions pour montrer que l'homme était chose là, l'homme était dictateur et tout ça. Oui, si la dictature peut être une dictature au service du peuple, au service du développement, pourquoi pas? Mais quand la dictature sert les intérêts d'un homme, et ça, on ne peut pas dire de Sylvanus Olympio qui faisait une dictature qui servait ses intérêts. Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance au Togo, était aussi polyglotte. Il provenait, disons, de plusieurs origines, à la fois brésilienne, nigériane, togolaise, un peu. Est-ce que c'était une portugaise aussi? Est-ce que c'était un atout important, sans doute, ou des atouts qui lui ont permis d'accéder et d'avoir cette empreinte sur le pays, selon vous? C'est un atout essentiel pour développer son pays. Mais c'est un problème, puisque quand on compare ça encore une fois à Nicéphore Soglo du Bénin, qui avait aussi la possibilité de parler plusieurs langues, à qui on a tout fait pour empêcher le deuxième mandat. Quand on prend Pascal Lissouba, qui parlait aussi plusieurs langues, à qui on a tout fait pour permettre de terminer son mandat, on peut dire que c'est un atout de développement, mais un obstacle vis-à-vis de ceux qui voulaient que nous restions sous-développés, nous restons attardés et qui ne voulaient pas que cette capacité de nos hommes d'État puisse nous servir. Oui, c'est un atout de développement. C'est une possibilité énorme, en fait, au Togo, d'avoir un homme d'État qui parle d'égal et égal avec plusieurs hommes d'État, qui parlent leur langue, qui peut les comprendre, qui peut les connaître, qui peut les dévancer en matière de calcul stratégique et autres. C'est un atout, mais cet atout n'était pas apprécié. À preuve, tous ceux qui avaient cet atout n'ont pas duré au pouvoir.